Moi, j'attends qu'on commence, hein, pas de souci. On Bonjour à t'attendait, tous. Patrick, donc D'accord, d'accord. On est déjà, comme on dit, tous branchés ensemble? Oui, Ok, oui, ok. Alors donc, bah, c'est gentil de m'attendre. Je m'excuse, j'avais une réunion à la fac, donc on vient juste de terminer. Donc c'est toujours comme ça. Donc bonsoir à tous. Je vois qu'on est déjà assez nombreux. Donc c'est le plaisir d'annoncer un petit peu cette soirée. Ce sont nos réunions maintenant mensuelles de l'Association régionale de cardiologie, qui nous permet de traiter chaque mois un sujet différent. Et comme vous ne voyez peut-être pas encore sur l'écran, mais donc la diapositive est déjà prête, le professeur Elf va nous parler de Covid et cœur. Alors, le professeur Elf, nous, on le connaît tous, c'est notre collègue de Paris, et qui est professeur de cardiologie à la Pitié, qui s'occupe tout particulièrement de cardiologie interventionnelle et qui est un membre aussi de la Fédération française de cardiologie. Il est président de l'association régionale de Champagne et Ardennes et également président de la commission des gestes qui sauvent. C'est beaucoup de responsabilités. Et il a eu la gentillesse d'accepter de traiter un sujet qui nous tient tous à cœur. On en avait parlé les uns les autres. Parmi les sujets qu'on avait envie d'avoir et d'être traités, c'était quels sont les rapports entre le Covid, cette pandémie, et le cœur. Donc, sans trop tarder, je lui passe la parole, sachant que le principe de notre réunion et de nos webinaires, c'est d'avoir son exposé. Pendant ce temps-là, toutes les questions qui vous passent par la tête, vous n'hésitez pas. Vous avez en bas un petit bouton qui s'appelle Q et R, sur lequel vous pouvez cliquer et comme ça, nous poser les questions. Nous les voyons en direct avec Patrick Bastien, que je remercie, qui co-anime avec moi cette soirée. Nous allons donc comme ça pouvoir prendre connaissance de vos questions et à la fin de l'exposé du professeur Elf, tranquillement lui poser le plus grand nombre de questions. N'hésitez pas donc, sachant que notre but, c'est à la fois de vous donner un exposé clair et précis et surtout et également de répondre à toutes vos questions, les questions les plus pratiques sans aucun problème. Voilà, Gérard, je te remercie vraiment d'avoir accepté d'intervenir et je te passe la parole en remerciant également toute la technique qui est derrière, Patrick Petit, pour nous aider s'il y a le moindre souci. Donc à toi, Gérard, je te passe la parole et merci à toi. merci beaucoup. Donc, bienvenue à tous. Donc, on m'a chargé du rôle difficile de parler des interactions entre la Covid et le cœur. C'est un sujet en fait plus difficile qu'il n'y paraît. En effet, il y a une littérature médicale assez abondante, mais en réalité assez biaisée, qui émane de services de réanimation dans lesquels certains patients atteints de la Covid ont eu des atteintes cardiaques. Pour avoir une idée globale des atteintes cardiaques par la Covid, c'est en fait un peu plus difficile, mais je vais essayer de vous dire ce qu'il en est à ce jour, selon moi. Alors, bien sûr, c'est difficile dans ces Zooms d'avoir une interaction au fur et à mesure. Peut-être que ça aurait été l'idéal, mais finalement, comme l'a dit le professeur Messner, je vous engage à noter soit dans le Zoom, soit en notant pour vous et en intervenant après mon exposé, puisque je serai bien sûr prêt à essayer de répondre à vos questions. Je dis encore une fois, je dis à essayer de répondre. On n'a de loin pas toutes les réponses. Cette maladie nous a certainement rappelé que nous devons avoir une certaine humilité sur le plan médical, parce que les questions sont multiples, les réponses sont complexes. Tous les jours, nous sommes soumis à des informations, enfin nous sommes soumis, nous apprenons des informations nouvelles qui peuvent remettre en question certaines de nos certitudes.
Et donc, c'est un domaine finalement assez mouvant. En tout cas, malheureusement, c'est un triste anniversaire, le 11 mars, puisqu'en fait, comme je le mets sur la diapositive suivante, c'est le 11 mars 2020 que l'OMS a décrété cette pandémie mondiale de la Covid, même si déjà quelques jours et quelques semaines avant, on commençait à se douter de la gravité de la Covid. Les conséquences de cette maladie sont vraiment multiples. Elles étaient, je crois, tout à fait insoupçonnables initialement. Nul ne pouvait imaginer et ne peut encore imaginer, dans le sens favorable, mais aussi dans le sens défavorable, les conséquences sanitaires, bien sûr, les conséquences de cette affection virale sur notre santé, mais également les corollaires que l'on connaît tous et dont certains d'entre nous souffrent malheureusement. Quand je dis certains d'entre nous, c'est la majorité d'entre nous, des conséquences économiques, bien entendu, des conséquences sociétales, des conséquences psychologiques tout à fait insoupçonnables. Et donc, ce 11 mars, il y a un an, l'OMS décrétait cette pandémie mondiale, décrétait l'urgence mondiale à prendre en charge cette pandémie. Alors, on savait depuis quelques semaines déjà, depuis fin décembre, début janvier 2020, on savait déjà qu'il s'agissait d'un nouveau coronavirus qui affectait pour la première fois l'homme, que c'était un virus à ARN. Il faut d'ailleurs se rappeler que la séquence de cet ARN a été identifiée très très rapidement et publiée par les Chinois. On savait aussi et on se doutait que comme les autres coronavirus qui existent, que ce nouveau coronavirus atteint plus facilement les patients fragiles. Alors, rappelons, alors il y a, dans certaines diapositives que vous allez voir, certaines vont vous sembler tout à fait évidentes. Et en effet, comme je le disais et comme je le dis régulièrement, de par le flot d'informations que l'on reçoit quotidiennement ou très régulièrement par les différents médias, nous sommes devenus des spécialistes de la Covid-19. Je le dis de façon un peu ironique, bien sûr, mais nous sommes tous conscients des ravages de cette maladie et des particularités de ces virus. La virologie est devenue une discipline qui n'a plus de secret pour nous. Donc en fait, il faut se rappeler que la Covid-19 affecte les individus, les patients de façon extrêmement diverse. Et là encore, c'est un champ d'études extrêmement important. Finalement, il faut savoir qu'on ne sait absolument pas pourquoi certains d'entre nous vont avoir des maladies, des Covid-19 parfaitement asymptomatiques et pourquoi certains d'entre nous vont développer des maladies Covid-19 symptomatiques, le plus souvent, heureusement, des formes légères à modérées qui vont guérir sans hospitalisation, mais de temps en temps également des formes plus graves. Quand je dis des formes légères à modérées, effectivement, des formes légères à modérées, dans le langage médical, ça signifie que ça ne justifie pas d'hospitalisation, que ça n'aura pas d'impact sur le futur de l'individu. Mais on sait très bien que ces formes légères à modérées ne sont, pour les patients qui en souffrent, pas toujours si légères et si modérées. En effet, de nombreux patients ne justifient pas, ne nécessitent pas d'hospitalisation en milieu hospitalier et encore moins en réanimation,
mais que parmi ces patients qui font donc une Covid-19 chez eux, certains ont pendant quelques jours une gêne particulièrement importante, les céphalées en particulier, les maux de tête et la fatigue, l'asthénie peuvent être tout à fait marquées et importantes pendant ces quelques jours. Donc les formes légères à modérées, on parle là des conséquences et on peut pendant quelques jours être vraiment très affecté. C'est un virus qui peut cogner fort. Alors, on le sait aussi, les symptômes les plus courants comprennent bien entendu des troubles respiratoires, de la fièvre, une toux, un essoufflement, et dans les cas les plus graves, et c'est ce qui fait la gravité de la maladie, l'infection peut entraîner une pneumopathie, une pneumonie, qui peut se compliquer d'un syndrome respiratoire aigu sévère, c'est-à-dire une difficulté, voire une impossibilité à assurer la fonction pulmonaire sans une machine qui va aider le patient à respirer. Et dans les cas les plus graves, on peut avoir des troubles tout à fait divers et multiples avec une insuffisance rénale et malheureusement avec une conséquence mortelle qui existe bien sûr. Donc les signes les plus fréquents restent la fièvre, la toux sèche et la fatigue, qui encore une fois peuvent être très marqués. Les symptômes moins fréquents, que l'on dit atypiques, mais qui finalement, on devrait plutôt dire non spécifiques, sont les symptômes classiques des infections virales, des courbatures, des céphalées, j'en ai déjà dit un mot, des maux de gorge, et puis également des symptômes plus atypiques, souvent chez le sujet jeune, qui font un peu égarer le diagnostic initialement, même si maintenant on sait qu'il faut bien sûr l'évoquer pour ces symptômes, une diarrhée, une conjonctivite, les maux de tête, et puis bien sûr la perte de l'odorat ou du goût, et du goût, qui sont des symptômes assez spécifiques et qui, dans la période actuelle, bien entendu, orientent très très fortement vers une infection Covid. Alors, ce qu'il faut, c'est savoir reconnaître pour chacun d'entre nous les signes graves. Les signes graves, les symptômes graves, quels sont-ils? Ce sont les difficultés à respirer, c'est un essoufflement qui apparaît pour des efforts minimes ou au repos, et puis des symptômes qui peuvent être graves. En tout cas, il faut évoquer la gravité de la maladie lorsqu'on a une oppression thoracique, une douleur dans la poitrine, bien entendu, si on a une perte de l'élocution, si on n'arrive plus à s'exprimer ou une difficulté à se mouvoir, ça évoque un accident vasculaire cérébral, et un accident vasculaire cérébral peut être la conséquence d'une infection à Covid. Et là encore, j'ai mis que c'était le rôle des membres, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est le rôle de la Fédération française de cardiologie de participer à cette éducation et de savoir faire transmettre, faire savoir quels sont les symptômes les plus graves. Comme vous le savez, il y a une période d'incubation. En moyenne, l'apparition des symptômes chez une personne infectée par le virus prend quelques jours, 5 à 6 jours. Ce délai peut s'étendre jusqu'à 14 jours. En moyenne, on est contagieux 5 à 8 jours après l'infection par le virus, que l'on développe des symptômes ou non. Et le risque de transmission de la Covid, il est maximal à l'apparition des symptômes si on en a, mais le problème, c'est que le risque de transmission a débuté avant l'apparition de ces symptômes, en moyenne 2 à 3 jours avant, et c'est bien ce qui fait toute la complexité du freinage de cette épidémie. Et le risque de transmission diminue ensuite progressivement à partir du 7e jour, devient limité au-delà de 10 jours. Alors, comme je l'ai dit, les complications graves sont notamment
l'insuffisance respiratoire, qui entraîne un syndrome de détresse respiratoire aiguë, la septicémie, un choc septique, ce qu'on appelle une thromboembolie, c'est-à-dire des manifestations en rapport avec la formation de caillots, on va y revenir, ou bien sûr une défaillance de plusieurs organes, notamment le cœur, le foie et les reins. Alors heureusement, et finalement, on en a parlé et c'est normal, lorsqu'on a découvert que les enfants pouvaient également développer un syndrome inflammatoire grave quelques semaines après l'infection. Mais heureusement, les enfants, les adolescents sont exceptionnellement touchés sur le plan épidémiologique, sur le plan statistique. La fréquence d'une infection grave chez les jeunes est extrêmement faible. Et encore une fois, la gravité et la gravité de cette maladie serait ô combien plus importante si les enfants faisaient des formes graves. On peut se réjouir que finalement cette infection à Covid ne touche quasiment pas les jeunes. Alors, qui risque de développer une forme grave de la maladie? Alors là encore, bien sûr, c'est une question extrêmement importante, extrêmement difficile, puisque finalement, nous avons des éléments, mais ces éléments sont le résultat d'études statistiques. Et on sait donc qu'en moyenne, et heureusement ce n'est pas le cas de tous ceux que je vais mentionner et qui ont ce qu'on appelle ces facteurs de risque de la maladie, c'est statistiquement le risque de développer une forme grave de la maladie est plus important et d'autant plus important que l'on vieillit. Alors on parle de 60, 65, 70 ans, en tout cas, évidemment, c'est un risque graduel. Et comme je le disais, la vulnérabilité, donc la fragilité des patients affectés par le Covid, par la Covid, va être d'autant plus importante qu'il y a des problèmes de santé à côté. On mentionne donc une hypertension. Je crois qu'il faut vraiment dire que c'est une hypertension non contrôlée. Je crois qu'il faut être quand même assez rassurant vers les hypertendus contrôlés, qui représentent une part extrêmement importante de la population, jusqu'à 30%. Donc, bien entendu, lorsqu'on regarde s'il y a beaucoup d'hypertendus parmi les patients souffrant de formes graves de la Covid, on trouve une hypertension, mais c'est parce que l'hypertension est un facteur extrêmement prévalent, extrêmement fréquent dans la population générale. Bien entendu, si on a des problèmes, si on a des antécédents cardiaques ou pulmonaires sévères, on est plus fragile. Un facteur qui ressort vraiment clairement dans toutes les études qui s'intéressent au risque de développer une forme grave de la maladie concerne l'obésité. C'est vraiment une particularité de cette pathologie. L'obésité confère indiscutablement un risque. Alors, je ne parle pas d'un surpoids modéré, je parle d'une obésité au sens médical du terme. Bien entendu, le fait d'avoir un cancer évolutif est un facteur de risque parce qu'on est fragile. Mais bien sûr, encore une fois, je le disais, beaucoup de personnes qui souffrent de ces facteurs de risque ne vont pas faire de forme grave, et à l'inverse, et c'est heureusement pas fréquemment le cas, n'importe lequel d'entre nous peut contracter la maladie de la Covid-19 et tomber gravement malade. Bien sûr, encore une fois, le risque va augmenter avec l'augmentation de l'âge, mais le risque n'est jamais nul. Alors, qui est contaminé? Alors, le risque d'être contaminé. Donc là, je ne parle pas du risque de faire une forme grave de la maladie. Le risque d'être contaminé, finalement, on ne sait pas très bien
qui va être contaminé et qui ne va pas l'être. En fait, on a tous en exemple des connaissances qui ont fait des formes Covid, qui ont fait des maladies Covid, qui n'ont pas été hospitalisées, qui sont restées chez elles et qui ont contaminé, pour certaines d'entre elles, ont contaminé certains membres de leur famille et à contrario, alors qu'il y avait, bien sûr, il y a les mesures barrières, les gestes barrières qui sont respectés, mais comme vous le savez, les respecter à 100% lorsque l'on vit avec quelqu'un qui a la Covid, c'est extrêmement difficile. Et donc, on a tous en tête des patients qui ont eu la Covid-19 et qui n'ont pas contaminé des personnes qui étaient pourtant très en contact avec elles. Et à contrario, on connaît tous des personnes, des patients qui ont souffert de la Covid-19, qui respectent de façon extrêmement scrupuleuse les gestes barrières, mais qui, à un moment, ne les ont pas respectés, parce que sinon, elles n'auraient pas été atteintes de la Covid, et ont été touchées par la Covid. Donc, en fait, finalement, le risque de savoir qui est contaminé, finalement, on ne sait pas. On ne sait pas. Il y a probablement des facteurs génétiques, des facteurs assez complexes, en tout cas qui ne sont pas identifiés à l'heure actuelle. Et c'est pour ça que la mesure qui s'applique à chacun d'entre nous est de respecter les gestes barrières, parce qu'on ne sait pas si on est à risque de contracter l'épidémie ou non. Alors bien sûr, je l'ai dit auparavant, le risque de faire une forme grave est d'autant plus important que l'on est fragile. Et pour ce qui concerne spécifiquement la cardiologie, il est d'autant plus important que l'on a une insuffisance cardiaque qui est mal compensée. Et donc, je crois que vous avez eu, il y a quelques semaines, un topo, une conférence complète sur l'intérêt de la vaccination, des mesures barrières, cela va sans dire. L'intérêt de la vaccination, évidemment, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais la réponse, elle est claire. Bien sûr, ça mérite un topo complet, et il y a beaucoup de choses à dire. On a des informations en permanence. Il y a quelques minutes, on vient d'apprendre que dans certains pays, la vaccination par le vaccin AstraZeneca a occasionné quelques problèmes thrombotiques, et donc il y a une remise en cause de la vaccination dans quelques pays, en tout cas des mesures transitoires pour l'utilisation de ce vaccin. Mais globalement, je crois qu'il n'y a aucune hésitation à avoir. Le rapport bénéfice-risque est extrêmement favorable et on ne voit pas très bien comment on va s'en sortir sans une vaccination massive. Alors, ça, c'est un peu une redite de ce que j'ai dit. C'est en fait, si je ne me trompe pas, c'est tiré d'un document de la HAS, de la Haute Autorité de Santé, qui est à risque de développer une forme grave. Donc, c'est un peu ce qu'on a dit. Ce sont les patients donc, obèses, qui ont un indice de masse corporelle supérieur à 30 kg par mètre carré. C'est l'âge, le sexe masculin, oui, on ne l'a pas dit jusqu'à présent, mais les hommes font plus de formes graves que les femmes. Les pathologies cardiovasculaires que sont l'hypertension artérielle compliquée, les antécédents d'accident vasculaire cérébral, la chirurgie cardiaque, un diabète mal équilibré ou compliqué, des pathologies chroniques respiratoires, ce d'autant qu'elles sont mal équilibrées, un asthme sévère ou une bronchopathie chronique, l'insuffisance rénale avec les sujets qui sont en dialyse. Alors, la question de savoir si le cœur et les vaisseaux peuvent être affectés en cas de Covid. La réponse est potentiellement oui. On va y revenir. En effet, il y a deux aspects de la réponse à cette question. D'une part, on
peut faire, comme on l'a dit précédemment, on peut faire en cas de Covid une thrombose de façon plus fréquente que si on n'a pas la Covid. Et d'autre part, comme vous le savez, les vaisseaux sont des tuyaux qui sont à l'intérieur desquels il y a des parois. La paroi la plus interne au contact du sang s'appelle l'endothélium. Et cette infection à Covid-19 va entraîner une infection de l'endothélium. Et donc, la Covid-19 est aussi une maladie vasculaire, une maladie des vaisseaux, une maladie inflammatoire. Alors ça, c'était une publication qui date déjà d'il y a presque un an ou un peu moins, et qui rapportait qu'il y avait des cas de thrombose inhabituelle et inexpliquée, inattendue en tout cas, chez des patients qui étaient infectés par la Covid. C'était une étude entre des équipes françaises et italiennes, et on se rendait compte qu'en fait, parmi les patients qui avaient fait une infection sévère à Covid, il y avait 10% des patients qui avaient un épisode thrombotique inattendu, et certains d'entre eux avaient même plusieurs thromboses, plusieurs caillots de façon quasi concomitante. Alors, on se disait, et on a commencé à dire qu'il fallait même rechercher une infection à la Covid-19 chez des patients qui présentaient une thrombose inhabituelle. Maintenant, c'est rentré dans la routine, hein. Comme vous le savez, on recherche pour tout symptôme, on recherche très très facilement la Covid-19, on la recherche même en l'absence de symptômes pour savoir si on est contaminant, si on est cas contact. Mais ça, c'était donc au début, alors que les tests n'étaient pas encore faits de façon aussi fréquente. Et on s'est rendu compte, et évidemment, on a identifié les mécanismes physiopathologiques. On s'est rendu compte que la Covid-19 était une maladie très inflammatoire, qu'elle entraînait bien sûr une hypoxémie, donc une diminution de l'oxygénation dans le sang, mais qu'elle entraînait, par des mécanismes complexes, une activation de la cascade de la coagulation, et que donc les patients faisaient facilement des caillots. Et donc, au bout de quelques semaines, puisque là encore, les médecins, les réanimateurs ont appris beaucoup dans les premières semaines, et donc très rapidement, ils ont compris l'importance d'anticoaguler le patient, de donner des médicaments anticoagulants chez des patients ayant une forme sévère de Covid-19. On peut se réjouir de cet effort et de cette connaissance acquise très rapidement, qui a abouti à ce jour. Alors, en dépit, on ne dispose pas, comme vous le savez, de médicaments qui peuvent nous guérir de la Covid-19, mais néanmoins, il faut savoir que même parmi les patients graves qui sont admis dans les réanimations, les taux de mortalité sont plus bas qu'ils ne l'étaient il y a un an. Ils sont presque 2 fois plus bas parce qu'on s'occupe de mieux en mieux de ces patients qui ont une forme sévère de Covid-19, et parce qu'on sait notamment, c'est un des éléments de l'amélioration, parce qu'on sait qu'il ne faut pas hésiter, et plus que ça, il faut absolument donner des anticoagulants à ces patients. Et il faut donner des anticoagulants parce qu'un certain nombre de patients qui ont été atteints par la Covid-19 ont fait des embolies pulmonaires. Initialement, on était surpris, on avait des phlébites, des embolies pulmonaires en dehors des facteurs de risque habituels d'embolie pulmonaire. Et puis, au fur et à mesure, on s'est rendu compte que l'infection par Covid-19 était associée à des troubles de la coagulation et une inflammation qui pouvait entraîner des embolies pulmonaires inexpliquées. Et donc là, les
c'est un article français qui, dans les premiers mois qui ont suivi la description et cette maladie, a permis de montrer l'intérêt de rechercher et de soigner précocement des patients parce que les embolies pulmonaires étaient fréquentes chez les patients souffrant de la Covid-19. Alors, de façon plus générale, est-ce que cette maladie affecte le cœur? Alors, la réponse, encore une fois, c'est oui. Alors, en fait, ce n'est pas une spécificité de ce virus, puisqu'en fait, l'impact des épidémies virales, de beaucoup d'épidémies virales sur le cœur, est connu de longue date. Néanmoins, on sait maintenant, et on l'a su assez rapidement par les nombreux travaux qui ont eu lieu, on sait que le virus SARS-CoV-2, cet acronyme un peu barbare, de la Covid-19, peut affecter le système cardiovasculaire. Et pourquoi? C'est finalement parce que si clairement le virus pénètre dans les cellules bronchiques, dans les cellules des bronches, ce virus va pouvoir également pénétrer dans les cellules cardiaques et dans les cellules endothélium des vaisseaux dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, dans le virus, et quand un virus en général entre dans le cœur, il va rentrer dans le muscle et il va entraîner ce qu'on appelle une myocardite. La myocardite, qu'est-ce que c'est? La myocardite, c'est une inflammation du myocarde qui est le plus souvent causée par un virus, que cette inflammation du myocarde peut entraîner la destruction des cellules qui composent le myocarde, et que si une quantité très importante de ce myocarde est atteinte, ce virus va diminuer la capacité de contraction du cœur et la capacité à éjecter le sang. Et donc, dans les formes graves, le cœur n'est plus capable de pomper suffisamment de sang si une partie très importante du cœur est touchée. Alors, globalement, il faut quand même savoir que le plus souvent, les myocardites sont sans gravité, sans risque évolutif grave, mais que malheureusement, dans un certain nombre de cas, peu fréquents, mais qu'on peut avoir une inflammation étendue de tout le cœur qui peut entraîner une insuffisance cardiaque importante, des graves troubles du rythme cardiaque et parfois une mort subite. Les myocardites, certaines sont dites fulminantes et peuvent être extrêmement graves, même si ce n'est pas la majorité des cas. Alors, quels sont les symptômes d'une myocardite? Là, je parle de toute myocardite, pas seulement des myocardites dues à la Covid-19. Ce sont des symptômes qui sont les suivants. On peut avoir une douleur dans la poitrine, on peut avoir une sensation de battement cardiaque rapide ou irrégulier. On peut être essoufflé à l'effort, voire au repos. C'est plus ennuyeux si on est essoufflé au repos. On peut avoir des œdèmes des jambes et on peut bien sûr être très fatigué et avoir de la fièvre. Donc, ce ne sont pas des symptômes spécifiques. Alors, en tout cas, ce sont des symptômes qui peuvent faire suspecter une myocardite. Alors, la myocardite, elle est due à un effet direct du virus et finalement, on a maintenant en médecine un moyen assez simple de dépister la myocardite. C'est qu'en fait, on peut doser dans le sang une enzyme qui s'appelle la troponine, qui fait partie. La troponine, c'est un constituant donc, des cellules myocytaires. Et si la troponine est dans le sang, c'est qu'il y a eu une destruction du virus et qu'il y a peut-être ou probablement une myocardite. Et bien sûr, si la troponine est augmentée de façon très importante, cela sera un signe de gravité plus important que s'il y a une augmentation tout à fait modérée.
Les myocardites, je l'ai dit, peuvent également entraîner des arythmies cardiaques qui sont le plus souvent dues à l'inflammation ou à une éventuelle ischémie. Alors finalement, et c'est pour ça que je disais en début de topo que finalement que c'était difficile d'avoir une vue d'ensemble de l'importance de la fréquence des myocardites et de la fréquence des atteintes cardiaques lors des infections à Covid, puisqu'en fait, on a des éléments forcément biaisés, tout dépend à quel endroit on se situe. Si on se place en réanimation, bien sûr, les réanimateurs vont dire qu'ils ont des myocardites graves, bien sûr, puisqu'il y a que les formes graves qui arrivent chez eux. Mais finalement, les réanimateurs sont d'accord pour dire qu'il y en a, certes, mais qu'il n'y en a pas forcément plus que pour d'autres virus. Je vous rappelle qu'on peut aussi faire des myocardites grippales gravissimes. Alors, on peut dire que, excepté les patients en réanimation, il y a des formes plus modérées. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de formes modérées qui passent inaperçues? Est-ce qu'il y a beaucoup de formes modérées dans lesquelles on fait une infection à la Covid-19 au cours de laquelle on se plaint de douleurs thoraciques qui ne sont pas forcément étiquetées myocardite? C'est possible. Est-ce que parmi certaines de ces myocardites passées inaperçues, certaines sont responsables de douleurs thoraciques quelques semaines et quelques mois qui suivent l'épisode infectieux, puisque comme on va le voir, il y a maintenant, on décrit des formes prolongées dues à la Covid-19. C'est également possible. On n'a finalement pas tellement de données chiffrées et de données extrêmement précises. Alors là, je voulais vous faire un mot. Monsieur le modérateur, si je suis trop bavard, vous m'arrêtez quand même, hein, mais si vous me le permettez, je continue. Alors là, je vais dire quelques mots sur les médicaments entraînés, et la Covid-19. Alors j'ai mentionné cette diapositive parce que on a beaucoup parlé, au début de l'épidémie, du risque de certains médicaments que l'on pouvait initialement penser efficaces. Je pense donc à la fameuse chloroquine, à l'hydroxychloroquine. On a initialement pensé et évoqué l'efficacité de ce médicament qui n'a, à l'heure actuelle, pas été prouvé, et toutes les études montrent que ce médicament n'est pas efficace. Mais initialement, on a insisté, et on a, je pense, trop insisté sur le risque que pouvait avoir cette chloroquine en entraînant des troubles de rythme ventriculaire graves, ce qu'on appelle des torsades de pointe, en disant qu'il fallait absolument, ce qui est vrai, surveiller l'électrocardiogramme pour dépister des facteurs favorisant ces torsades de pointe. En fait, je pense qu'il y a une grosse erreur de communication. On a surestimé le risque de la chloroquine, de l'hydroxychloroquine, qui sont des médicaments qui sont effectivement donnés en Afrique contre le paludisme de façon extrêmement large et sans ces précautions dont je viens de parler. Le fait c'est qu'en fait, on ne pouvait pas autoriser la chloroquine parce qu'elle n'avait pas démontré son efficacité, et un an plus tard, clairement, elle ne l'a pas démontré et ne le démontrera pas. Une autre grosse question qui s'est posée, et là c'était une question qui avait un vrai substrat, qui méritait d'être posée, c'était de savoir si certains médicaments que l'on utilise en cardiologie, en particulier certains antihypertenseurs, s'il valait mieux les arrêter ou non, parce qu'il y avait une interaction de ces médicaments avec le virus. Alors bien sûr, il est clair qu'il y a une réelle interaction de ces médicaments avec le virus. Il est clair qu'au début, on pouvait se poser la question, mais très rapidement, on a su,
et maintenant on en est certain, qu'il ne fallait surtout pas arrêter les médicaments antihypertenseurs en général et les médicaments que sont les inhibiteurs de l'enzyme de conversion chez les patients, chez les nombreux patients hypertendus. Il ne faut surtout pas arrêter les traitements habituels. Alors, ça, je le dis, donc on va passer rapidement. L'hypertension artérielle et le diabète sont bien sûr plus fréquents chez les sujets âgés, et c'est une des raisons, et la raison principale pour laquelle ces deux facteurs de risque sont fréquemment trouvés chez les patients graves. Alors là, il y avait une autre question qui s'est posée, avec initialement une apparente baisse du nombre d'infarctus. On s'est dit, tiens, c'est une bonne nouvelle. Alors les réponses lors des premiers mois de cette épidémie ont été diverses. On a invoqué différents mécanismes. On a dit, tiens, il y a une baisse de la pollution, les gens font moins d'efforts. Mais en réalité, le diagnostic n'a pas été fait chez un certain nombre de patients, et donc ces patients ne sont pas arrivés à l'hôpital, et donc la baisse des infarctus n'était en fait pas une bonne nouvelle. Et donc, initialement, il y avait une vraie réticence pour certains patients ou certaines personnes qui n'avaient jusque-là jamais eu d'affection cardiaque. Il y avait une vraie réticence à appeler les secours devant une douleur thoracique, en se disant il ne faut surtout pas aller à l'hôpital. En réalité, il ne faut surtout pas modifier les messages habituels que la Fédération française de cardiologie porte en cas de douleur thoracique inexpliquée, de douleur qui durent plus de 20 minutes, de douleurs tout à fait inhabituelles. Il faut savoir évoquer un infarctus du myocarde, ce d'autant qu'on a des facteurs de risque cardiovasculaires. Et il faut appeler les secours, faire le 15 pour qu'il puisse y avoir une évaluation du patient et pour savoir si un infarctus est en train de se constituer. Et dans ce cas, bien entendu, si une hospitalisation est nécessaire. Il ne faut surtout pas, je pense qu'actuellement le message est maintenant mieux passé, mais il ne faut surtout pas se dire qu'il vaut mieux ne pas être hospitalisé. Alors effectivement, à l'époque, il y a eu un gros impact sur le comportement de nombreux patients qui avaient des douleurs thoraciques, qui avaient la crainte d'être contaminés. En plus, bien sûr, dans les périodes de confinement, de restrictions de déplacement, il y a eu des réticences à la prise en charge, à appeler le 15. Et puis, il y avait aussi, de façon très importante, un report des consultations non urgentes, bien sûr dans un but louable. Actuellement, même si la situation est compliquée, on essaye de prendre en charge tout ce qui est non-Covid, et c'est bien toute une difficulté des hôpitaux à gérer les patients Covid sans que cela soit au détriment des patients non Covid. Là, je vais passer rapidement. Initialement, à New York, où l'infection, il y a un an, a été terrible, on a constaté entre 2019, au printemps 2019 et au printemps 2020, on a constaté moins d'un tiers d'arrêts cardiaques extra-hospitaliers. Mais en fait, la raison, c'est que ces arrêts cardiaques extra-hospitaliers n'étaient pas diagnostiqués correctement. De la même façon, il y a eu une réduction importante des syndromes coronaires aigus, des infarctus, mais comme je l'ai dit, cette réduction était en rapport avec le fait que les gens n'étaient pas hospitalisés. Certains arrêts cardiaques étaient bien sûr directement liés au Covid, par des embolies pulmonaires, des pneumonies extrêmement graves, mais l'infection à Covid-19 a affecté l'accès aux soins. On a encouragé les gens à rester chez soi, ce qui était tout à fait louable, mais bien sûr, en cas d'urgence, la situation est différente.
Et donc, si jamais la situation dans une région ou une autre devait se reproduire, même s'il y a un confinement, il faut évidemment appeler les urgences, comme dans le cas habituel. Ça, je l'ai dit également, où on l'a compris, dans les cas d'infarctus en période Covid, dans la mesure où les vaisseaux sont plus susceptibles de former des caillots, on a remarqué qu'il y avait beaucoup de caillots, plus que d'habitude, dans les infarctus dans la période Covid. On a aussi remarqué, et ça c'est tout à fait dommage, que le délai de prise en charge était augmenté. Or, on sait qu'en cas de suspicion d'infarctus du myocarde et en cas d'infarctus du myocarde, il faut une prise en charge hospitalière la plus rapidement possible. Alors là, je voudrais dire un mot des symptômes prolongés après une infection à Covid-19. Alors, finalement, on a un certain nombre de symptômes et on ne sait pas toujours si les symptômes sont liés à une atteinte pulmonaire, à une atteinte cardiaque, à une atteinte nerveuse sous-estimée ou éventuellement à des séquelles psychologiques. Alors, il y a beaucoup de médecins et d'équipes qui s'occupent actuellement d'essayer de caractériser ces symptômes dus à la Covid-19, de ces symptômes persistants. Et là, il y a notamment une équipe qui a essayé de faire de façon assez systématique 6 semaines après l'infection des tests à visée cardiaque, à visée pulmonaire, en envoyant des questionnaires également. Et finalement, on se rend compte qu'après une infection, après une hospitalisation pour un Covid, il y a un sujet sur 6, à peu près 16% des gens qui se plaignent encore d'un essoufflement. Dans cette étude, il y en avait beaucoup qui se plaignaient de douleurs thoraciques. Beaucoup se plaignaient de fatigue fréquente, je m'excuse pour le S inapproprié. Et finalement, on se rendait compte qu'il y avait un certain nombre de plaintes des patients quelques semaines après une infection Covid-19 qui sont mal expliquées par les bilans. Et il faut savoir qu'on peut avoir des symptômes prolongés après une infection à Covid-19, même si on n'a pas fait de forme sévère, que ces symptômes peuvent être très divers, qui peuvent évoluer de façon assez fluctuante sur des semaines et des mois. On sait que les symptômes les plus fréquemment rencontrés, donc là on parle bien donc des symptômes bien après, des semaines et des mois après l'infection Covid, sont souvent la fatigue. Ça peut être des troubles neurologiques assez divers. Ça peut être, comme on l'a vu assez fréquemment, des douleurs thoraciques, des oppressions thoraciques. On peut avoir un cœur qui bat vite, une tachycardie, une dyspnée, une toux. On peut aussi avoir des troubles de l'odorat et du goût qui persistent. On peut avoir des signes assez larges, assez divers, comme vous le voyez. Ce qu'on essaye et ce qu'on sait maintenant de mieux en mieux, c'est qu'en fait, la rééducation a une place centrale chez les gens qui se plaignent des mois après l'infection à Covid-19 de certaines plaintes, qu'en cas de problème respiratoire, la rééducation respiratoire est adaptée. En cas de troubles de l'odorat persistant, certains mettent en place des rééducations olfactives et que le réentraînement à l'effort progressif, adapté à chaque patient, doit être proposé chez les patients qui se plaignent de symptômes, ceci bien entendu après une évaluation médicale. Il faut quand même être optimiste, malgré un recul encore limité, l'évolution de ces formes prolongées de Covid-19 montre qu'il y a une alternance de phases d'aggravation et de phases de récupération, mais que globalement, même si cela peut être long, l'évolution se fait en règle générale vers une amélioration
même si elle est un peu lente chez certains patients. Alors, sur le mécanisme de ces symptômes, il faut être là encore très humble. On ne les connaît pas tous, de loin pas. On ne sait d'ailleurs pas exactement quelle est la fréquence de ces gènes qui persistent au long cours. Et on ne sait pas encore, même si la rééducation est importante, on n'a pas encore de traitement approprié pour tous ces symptômes. Pour ce qui concerne plus spécifiquement le cœur, on a dans les consultations de cardiologie un certain nombre de patients qui se plaignent après les infections Covid de douleurs thoraciques. Finalement, il faut rassurer les gens, puisqu'après un examen médical qui est tout à fait nécessaire pour l'évaluation, il faut quand même se rendre compte que le plus souvent, dans la majorité des cas, les douleurs thoraciques dont on peut se plaindre après une infection Covid ne sont pas d'origine cardiaque. Il y a diverses causes, des causes pleuropulmonaires, de temps en temps des causes digestives, de temps en temps des causes pariétales, ostéo-articulaires. Voilà. Je vous propose qu'on arrête là. La diapositive que vous avez entreaperçue n'est pas dans ce topo. Je l'ai fait figurer parce que finalement, il faut garder en mémoire que malgré le fait que la Covid-19 peut toucher le cœur, nos messages principaux de prévention des facteurs de risque principaux et en particulier de l'hypertension artérielle restent extrêmement importants. Comme je l'ai dit, il faut savoir s'occuper de l'infection Covid-19, mais il ne faut pas négliger par ailleurs toute la prévention cardiologique. Et c'est la raison pour laquelle, dans un topo précédent, j'avais ajouté à la suite quelques diapositives sur l'hypertension artérielle, mais c'est un autre sujet. Voilà, donc Merci. écoutez, là, je suis à Patrick, à toi de poursuivre. Oui, mais écoute, merci Gérard. Il y a énormément de questions. Bon, je voulais te remercier bien sûr pour la qualité de ton exposé et on va essayer de suivre un petit peu le déroulé de ton exposé pour essayer de donner quelques questions par rapport à celui-ci. Alors, les premières questions qui sont apparues et qui sont un petit peu en dehors de ton exposé, mais quand même qui sont un élément clé actuel, certaines tournent autour de la vaccination. Alors, première question posée aux cardiologues, est-ce qu'il y a des risques à la vaccination? Est-ce qu'il y a des risques cardiovasculaires? Je me fais vacciner, que ce soit avec le Pfizer, l'AstraZeneca. Est-ce qu'il y a des risques particuliers cardiovasculaires? Et en particulier, bien entendu, beaucoup pensent à ce que tu as d'ailleurs expliqué, qu'actuellement au Danemark, il y a une petite réserve sur AstraZeneca en se demandant est-ce qu'il pourrait y avoir des accidents thromboemboliques, sachant que c'était redit aujourd'hui par les autorités de santé. Ils ont repris tous les effets secondaires au niveau français et dans d'autres pays et qu'il n'y a pas eu de surrisque thromboembolique, mais donc il y a cette petite réserve. Alors donc la question précise pour toi, est-ce qu'il y a des risques cardiovasculaires lorsque l'on se fait vacciner? Alors, oui, effectivement, c'est bien sûr une question importante. La réponse, mais alors, la réponse, elle est non. La réponse, elle est non. Alors, effectivement, on sait bien que jamais une vaccination aussi massive n'aura donné lieu à une surveillance aussi précise. Donc, effectivement, on va forcément, à mon avis, dans les semaines, mois et années qui viennent, on va avoir des effets secondaires. Mais ces effets secondaires donc, vont être forcément extrêmement limités. On a quand même, à ce jour, un recul déjà extrêmement important. Des millions de gens à travers le monde qui ont été vaccinés. Et donc, pour ce qui concerne le risque spécifique cardiovasculaire,
Là, il est question pour le vaccin d'AstraZeneca de quelques cas. On ne connaît pas encore du tout l'imputabilité, mais il est évident que, pour moi, la réponse, il n'y a pas de risque cardiovasculaire. A contrario, ce que je peux dire, c'est que finalement, dans les patients prioritaires pour la vaccination, le fait d'avoir une atteinte cardiaque isolée n'était pas un critère pour recevoir plus rapidement le vaccin. Mais c'est une autre question. Donc, on considérait que les patients cardiaques, globalement, n'étaient pas des patients très à risque, puisque ce n'étaient pas des patients chez lesquels il fallait, qui étaient prioritaires pour la vaccination. Mais pour répondre à la question, je crois que la réponse est non. On raisonne toujours en rapport de bénéfice-risque. Le risque n'est jamais zéro et le risque n'est jamais nul. Si vous prenez de l'aspirine ou n'importe quel médicament, le risque n'est pas nul. Si un médecin vous dit que le risque est nul, ce n'est pas tout à fait vrai. On est proche de zéro, mais pas à zéro. Et de la même façon, pour le vaccin, on ne peut pas dire que le risque est nul, mais il est largement compensé par les bénéfices. Et sur le plan cardiovasculaire, il va atteindre un nombre très modéré s'il est responsable vraiment des effets dont on vient de parler. Alors, si je peux me permettre, il y a une question un petit peu parallèle en fait à celle qu'a posée Patrick, c'est est-ce qu'il y a un risque chez les patients atteints de pathologies cardiovasculaires, et en particulier, par exemple, il y a un spectateur qui pose la question, 69 ans, insuffisance cardiaque, est-ce qu'il y a un risque à faire le vaccin, en particulier AstraZeneca, bien sûr, qui est sur la sellette? Oui. Non, je pense qu'à ce jour, et je ne pense pas qu'on sera contredit dans les semaines, dans les mois à venir, hein, bien sûr, nul n'est devin, mais à ce jour, si j'avais 69 ans et si j'étais insuffisant cardiaque, je crois qu'au contraire, il faut se faire vacciner d'autant plus rapidement. Un certain nombre de gens se posent la question, quel est le meilleur vaccin? Alors, je pense que là, sur le plan objectif, on n'a pas la réponse. Personne n'est en mesure de donner la réponse puisqu'il n'y a pas et il n'y aura pas de comparaison directe d'un vaccin contre un autre. C'est impossible à faire et ça ne sera pas fait. Alors initialement, les données concernant le vaccin AstraZeneca étaient un peu moins bonnes que pour les deux premiers. En fait, dans la large expérience écossaise qui a utilisé l'AstraZeneca, les résultats ont été bien meilleurs et se rapprochaient quasiment des vaccins Moderna et Pfizer. Donc, non, je pense que l'urgence, c'est de se faire vacciner. On ne peut que regretter finalement qu'on ne dispose pas assez de vaccins, mais ça, les raisons sont multiples et ce n'est pas le sujet. Si on peut se faire vacciner, moi, j'ai aucune arrière-pensée, il faut le faire, quelle que soit sa pathologie cardiovasculaire. Pour compléter ta réponse, vous savez que pour le vaccin AstraZeneca, qui était accusé dans les premières études d'avoir une moins bonne efficacité que d'autres vaccins, il était montré qu'on pouvait augmenter cette efficacité en élargissant un petit peu la période entre la première et la deuxième injection. C'est pour ça que beaucoup de patients qui actuellement ont des rendez-vous donnés par exemple par leur praticien, vous constaterez qu'on vous demande de faire la deuxième, on vous propose la deuxième injection de façon un petit peu plus tardive, c'est-à-dire pratiquement 2 mois après la première injection. Et avec ça, il y a une meilleure protection d'AstraZeneca sous cette modalité. Le deuxième message très fort, c'est qu'il, bien entendu, il faut écouter tout ce qui se passe et enregistrer tout ce qui se passe. On a beaucoup d'informations. On n'a pas d'informations, à part donc au Danemark où il y a eu cette incertitude, mais c'est simplement, ils souhaitent analyser les événements. Il y avait déjà eu une première alerte à un moment sur un vaccin et en fait, ils s'étaient rendus compte que bon, ce n'était ce qu'on dans notre jargon, on dit non significatif, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas eu de différence avec ceux qui n'étaient pas vaccinés ou qui avaient reçu un autre vaccin. Donc le message actuel, si vous avez un rendez-vous de vaccination, surtout ne le loupez pas. C'est assez difficile d'avoir du vaccin et c'est, je crois, vraiment très important de se faire vacciner, en particulier lorsque l'on est cardiaque. Alors ensuite, dans autre question, si je prends un petit peu, je vais essayer de suivre le fil de ton exposé.
Tu as dit tout d'abord que dans les symptômes classiques de la Covid, on pouvait avoir des douleurs au niveau de la poitrine. Donc, une des demandes, c'est est-ce que cette douleur que l'on a, quand on a de la fièvre, de la toux, comme tu as dit, est-ce que c'est une douleur qui rappelle, parce que beaucoup de nos patients qui nous écoutent ont eu un infarctus, ils ont eu de l'angine de poitrine, ils savent ce que c'est qu'une douleur d'origine cardiaque. Est-ce que ça rappelle la douleur cardiaque? Est-ce que c'est la même chose que leur douleur cardiaque ou est-ce que c'est autre chose? Oui, c'est une question importante. Ce qu'on peut dire, c'est si quelqu'un a déjà expérimenté une douleur qui s'est avérée être coronarienne ou cardiaque chez lui, il est clair que la répétition ou une douleur qui ressemblerait à celle-là, à la douleur précédente, doit faire évoquer, même si finalement ce ne sera pas le cas, doit faire évoquer un problème cardiaque. Donc en fait, moi je prendrais les choses dans ce sens. Si on a un symptôme qui ressemble à un symptôme qu'on avait précédemment lorsqu'on a découvert ou lorsqu'on a été cardiaque, là il faut prendre ce symptôme très, très au sérieux. Les douleurs thoraciques, si elles augmentent à l'inspiration, on est moins inquiet. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas le cœur. Ça peut être en rapport avec l'enveloppe du cœur, avec le péricarde. En fait, ce n'est pas facile. Hein, c'est pas facile. Donc, il est extrêmement difficile de répondre de façon générale. C'est un peu du cas par cas. Je crois qu'il ne faut pas, si on a des douleurs thoraciques, il faut avoir un avis médical. Je pense que globalement, on est quand même obligé de dire ça. Alors, je continue. Je vois que parallèlement, il y a des questions qui arrivent toujours beaucoup sur la vaccination. Donc, vous inquiétez pas, on va répondre à vos questions. Il y a une autre question qui est arrivée. Tu as bien expliqué ensuite quand on est contagieux. Et actuellement, les services de santé insistent beaucoup là-dessus. C'est-à-dire qu'on est contagieux dès l'apparition des symptômes et même d'ailleurs, malheureusement, un tout petit peu avant. Ce qui fait que les messages sont très clairs des pouvoirs publics. C'est que si vous avez des symptômes, il faut d'emblée vous isoler vis-à-vis de votre travail, vis-à-vis également de votre famille et de ne pas attendre en fait le résultat du test pour s'isoler. Alors, ça débouche après dans ton exposé sur, tu as dit qui fait une forme grave et on a des questions là-dessus. Tu as expliqué l'hypertension artérielle non contrôlée et tu as dit les problèmes cardiaques sévères. Donc, une des questions, c'est quels sont ces problèmes cardiaques sévères? On a entendu parler dans certains médias les gens qui ont une greffe cardiaque. Il y a une question posée par une auditrice. Est-ce que la chirurgie cardiaque, j'étais une tétralogie de Fallot, pourquoi il y a un risque supérieur? Est-ce que ce sont les cardiopathies congénitales? Est-ce que c'est quelqu'un qui a eu un pontage cardiaque? Est-ce que c'est toute chirurgie cardiaque ou certaines chirurgies cardiaques qui sont à plus grand risque? Oui, c'est une question très difficile. On n'a pas toutes les réponses. On n'a pas toutes les réponses. Clairement, c'est souvent une question de la réponse. Moi, je ferai la réponse suivante. Clairement, les patients greffés sont à risque, ça c'est tout à fait clair. Les patients qui ont une insuffisance cardiaque, surtout si elle est difficile à équilibrer, en fait, plus les patients sont fragiles. Si on a eu un pontage 10 ou 15 ans plus tôt et que finalement c'est une histoire ancienne, c'est sûr qu'il a laissé des conséquences, quelques conséquences qui justifient un traitement à vie. Ça n'a rien à voir avec. Donc, on n'est pas dans. On a peut-être un risque théorique un peu augmenté par rapport à un sujet qui n'aurait pas eu ce pontage. Et encore, c'est extrêmement difficile de savoir. Non, vraiment, c'est plus on est fragile, et ça comprend la fragilité cardiaque, plus moins l'affection cardiaque est stabilisée, plus on est à risque. Mais c'est un peu des généralités, mais c'est quand même vrai. Si on a eu un pontage 15 ans auparavant, que c'est une histoire ancienne, qu'on fait des activités physiques normales sans limitation, on est probablement à un risque extrêmement modéré par rapport à une situation moyenne. C'est une question Peut-être un peu. Vas-y, importante, Patrick, vas-y. une question importante qui touche beaucoup de gens qui ne sont pas familiers avec la cardiologie.
Même quelqu'un qui pose la question sur est-ce que le fait d'avoir une pile me place dans les patients à risque. Il y a les pontages, il y a les stents, il y a les valves opérées, il y a l'hypertension artérielle. Vous voyez, il y a toute une panoplie de pathologies cardiovasculaires qui, pour le patient moyen, sont peut-être mises dans la même catégorie. Donc, ça me paraît important que Oui. vous fassiez une nuance à ce sujet-là. Vous avez raison de poser la question. En fait, dans la plupart des cas que vous mentionnez, le fait d'avoir simplement, entre guillemets, un pacemaker ou d'avoir eu un stent ne classe probablement pas dans la catégorie d'avoir un risque grave. En fait, si on veut être un peu plus technique et médical, c'est sûr que avoir une fonction ventriculaire gauche plus faible, c'est-à-dire avoir une dysfonction du ventricule gauche, avoir eu un infarctus très important qui entraîne une séquelle musculaire importante, classerait peut-être ces patients dans un risque un peu plus élevé. Mais c'est extrêmement difficile. En fait, on ne sait pas attribuer le risque, mais globalement, le fait d'avoir eu un stent quelques années plus tôt, le fait d'avoir un pacemaker, à mon avis, c'est très peu significatif. Ouais, comme le dit Gérard, pour compléter, pour que vous compreniez bien, c'est pas tellement le fait d'avoir eu tel ou tel geste cardiaque ou telle maladie. Ce qui rend la difficulté, la personne plus à risque, c'est si elle est fragile. Soit fragile parce qu'elle prend des médicaments, je pense à la greffe cardiaque, où il y a des médicaments qui sont lourds, qui attaquent parfois l'immunité, etc., donc qui peuvent rendre la personne à risque. Et l'autre aspect, c'est plutôt ceux, comme vient de le dire Gérard, qui sont instables, c'est-à-dire qu'ils ont des séquelles importantes de leur maladie cardiaque et ils sont fragiles et ils sont pas bien, quoi, si vous voulez, actuellement. Ils sont encore en insuffisance cardiaque, etc. Donc, ils vont être fragiles par rapport à une infection qui va arriver dessus. Par contre, quelqu'un qui est tout à fait stable, qui a été opéré, qui a des stents, qui va très bien, finalement, il n'a pas tellement plus de risque qu'un autre. C'est quand même plutôt une bonne nouvelle. C'est plutôt l'état, si vous voulez, général de la personne, finalement, qui est la gravité, plutôt que le type de telle ou telle affection. Voilà. Et donc, il y avait une autre question dans cet ordre, et puis je repasserai la parole à Patrick Bastien. Si tu as dit, dans les risques de forme grave, tu as bien insisté, et on le connaît bien à l'hôpital, de l'obésité. Alors, l'obésité, est-ce que l'on a une idée un petit peu pourquoi? Est-ce que c'est simplement parce que les gens, lorsqu'ils sont très gros, c'est difficile à réaliser une réanimation respiratoire qui va forcément, leur obésité les gêne pour respirer? Est-ce que c'est lié simplement à des problèmes de réanimation? Ou est-ce que l'on sait que l'obésité en elle-même peut être responsable de sécrétion d'hormones, de choses qui font que ça aggrave le risque du Covid? Est-ce qu'on a une idée pourquoi cette obésité est vraiment au premier plan des facteurs de risque de faire une forme grave, Gérard? Oui, c'est une bonne question. Je ne suis pas sûr qu'on ait la réponse. Ce que je sais, c'est que les réanimateurs eux-mêmes sont frappés par par ce pourcentage important de patients qui ont une forme grave alors qu'ils sont obèses. Alors clairement, comme tu l'as dit, c'est plus compliqué de réanimer et de prendre en charge en réanimation des patients qui ont une surcharge pondérale très importante. Mais sur le plan physiopathologique, je ne suis pas sûr qu'on sache. En tout cas, moi, je ne sais pas si on a déjà pu déterminer la raison. Patrick Bastien, tu as d'autres questions? On est toujours dans les patients à risque. Il y a une question qui est un peu spécifique pour un patient en particulier, mais qui demande si on est classé prioritaire, je suppose à haut risque pour la Covid, si on a une valve aortique biologique, une aorte descendante avec tube en Dacron et une maladie de Parkinson traitée par neurostimulation. Donc, si on est à risque, c'est ça? Je pense que prioritaire, je pense que ça veut dire à risque, oui. Parce que oui, justement, il y a une petite ambiguïté. En fait, prioritaire pour le vaccin et à risque pour la maladie. Oui, en fait, on n'est pas si à risque que ça, j'aurais envie de dire, parce que finalement, on n'est pas prioritaire pour le vaccin. On n'est pas prioritaire pour le vaccin. Pour le vaccin, alors en fait, les choses sont extrêmement mouvantes, hein, mais encore il y a quelques jours,
dans mon hôpital à Pitié-Salpêtrière, et nous, on était les premiers, les cardiologues, on était les premiers à le regretter parce que du coup, on ne pouvait pas faire vacciner beaucoup de nos patients. Mais en tout cas, même le fait d'avoir une insuffisance cardiaque isolément n'était pas considéré comme un facteur de risque suffisant pour être vacciné. Il fallait avoir parallèlement une insuffisance respiratoire. Donc, non, donc le fait d'avoir une... Enfin, je reprends ce que vous m'avez dit, la valve biologique, la dilatation et le Parkinson, tout ça, ça fait qu'on est peut-être, et encore tout dépend de l'évolution du Parkinson, qu'on est un peu plus fragile, mais globalement, même si globalement, on n'est pas forcément, on n'est pas prioritaire pour une vaccination. Et la raison, c'est que finalement, on n'est pas beaucoup plus à risque. Alors bien sûr, ça n'a rien à voir si on a 85 ans, et là, avec 85 ans, on sera forcément un peu plus fragile, on sera forcément, voilà. Mais chacun isolément, alors l'addition augmente un peu le risque, mais chaque facteur isolément n'est pas du tout un facteur de risque. Alors, il y a une autre question, ce mécanisme. Tu as expliqué très bien que la Covid risquait d'atteindre l'endothélium vasculaire, d'où on en a parlé, le risque de thrombose, etc. Mais il y a un auditeur qui est surpris, si ça atteint les vaisseaux, il semble, d'après ce que tu dis, finalement, ça n'atteint pas tellement les coronaires, ou est-ce qu'on a mal compris ton Non, alors exposé? oui. Non, c'est ça. Ça les atteint pas tellement en fait. On s'est rendu compte que chez les patients chez certains patients qui ont fait un infarctus, effectivement, certains d'entre eux avaient une atteinte des coronaires, et lors de l'infarctus, avaient des caillots plus importants. Mais globalement, on n'a pas constaté une augmentation de la fréquence des infarctus. Alors, on a même constaté une diminution qui était un peu fausse, puisqu'en fait, malheureusement, les gens souvent n'ont pas été hospitalisés parce qu'ils n'appelaient pas. Et donc ça on l'a constaté. Hein, on a vu initialement des formes graves d'infarctus parce qu'elles n'ont pas été diagnostiquées à temps, pas été prises en charge. Et donc, on a vu des gens qui arrivaient quelques jours ou voire semaines plus tard en insuffisance cardiaque, avec des infarctus malheureusement non pris en charge. Mais finalement, pour revenir à la question, l'atteinte endothéliale, c'est une atteinte endothéliale qui n'a pas tellement touché les coronaires en pratique, qui est une atteinte endothéliale un peu générale. Il y a une augmentation des embolies pulmonaires et des phlébites, mais en tout cas, en cardiologie, ça n'a pas eu un gros impact. Donc, c'est important ce que tu dis. La Covid, on n'a pas le risque de faire un infarctus de façon plus importante, ou pour ceux Alors, en qui fait, en il ont faut un peu déjà fait, modérer d'en ça. refaire, etc. Il ne faut pas avoir cette inquiétude. Par contre, tu as très bien insisté sur le risque de pas d'avoir une douleur dans la poitrine, que ce soit une douleur qu'on avait déjà eue et qu'on reconnaît bien, ou ceux qui n'en ont jamais eu, une douleur en fait d'infarctus. Et puis d'avoir peur d'aller à l'hôpital. Je risque d'aller à l'hôpital, je risque d'attraper la balle Covid et finalement mourir du Covid et pas de mon infarctus. Donc c'est vrai que tu l'as très bien décrit. On a vu arriver beaucoup moins de gens. Alors, est-ce que toi qui t'occupes d'un centre à la Pitié bien connu pour traitement de toutes les pathologies cardiaques, et toi tu es particulièrement responsable de la coronographie, et donc tu reçois des gens avec un infarctus, comment ça se passe pour quelqu'un qui a un infarctus, qui arrive à l'hôpital? Comment tu peux le rassurer pour le fait qu'il ne risque pas d'attraper le Covid? Et puis ça pose la question de la vaccination des soignants. Ce sont les deux questions sous-jacentes. Ah oui, alors la question la plus difficile, c'est la vaccination des soignants. Effectivement, on peut en dire un mot, et ça fait débat parmi nous, et ça fait débat parmi l'ensemble des médecins et de beaucoup de gens en France. La vaccination des soignants devrait-elle être obligatoire? Alors, en France, à mon avis, on est loin, sachant que les débats seront tellement enflammés que je pense que personne n'ira poser cette question et n'ira imaginer l'imposer, même si
même si dans certains pays, c'est en train de se faire. Donc, le manque de vaccination des soignants, c'est un vrai problème. On le constate chez les médecins, mais globalement, les médecins, dans le centre dans lequel je travaille, tous les médecins se vaccinent. Par contre, et je n'ai pas vraiment la réponse de savoir pourquoi, les collègues paramédicaux, les infirmiers et les infirmières, pour ne pas les nommer, qui sont souvent un peu plus jeunes, mais je ne pense pas que ce soit l'unique raison, sont beaucoup plus réticents à se faire vacciner et c'est un vrai problème. Alors, pour revenir à la question de base, c'est sûr que, et pour rassurer les gens, lorsqu'on arrive à l'hôpital, tous ceux avec qui on va entrer en contact ont un masque en permanence, se désinfectent les mains en permanence, et donc le risque de transmission est faible. Mais encore une fois, il est malheureusement pas nul si tant que tous les soignants ne seront pas vaccinés. Mais c'est à mettre en balance avec le fait que si on fait un infarctus chez soi, même un petit infarctus, parce que on peut faire un trouble du rythme ventriculaire mortel, et le risque de survenue d'un événement mortel ne dépend finalement pas de la taille de l'infarctus. Donc en fait, là encore, le rapport bénéfice-risque, il faut en permanence l'évaluer. Le rapport bénéfice-risque, il est beaucoup plus important. Il est favorable, et il faut aller à l'hôpital. Alors, en plus, dans les unités de soins intensifs, on a des chambres seules, hein, on n'est plus dans les chambres communes que certains ont connues, où ça aurait été une catastrophe. Donc, je ne peux pas vous dire que le risque est nul, parce que c'est faux, mais le risque, il est extrêmement faible, et beaucoup plus faible qu'un séjour court. Hein, maintenant, on le sait bien, hein, même si on fait un infarctus non compliqué, on reste 3 jours à l'hôpital. Il ne s'agit pas de semaines comme ça l'était à l'époque. Patrick Bastien, tu as d'autres questions? Il y a une question très spécifique sur la prévention pour les gens qui ont des facteurs de risque thromboemboliques. Une question assez spécialisée, puisque moi-même, je ne la comprends pas bien. Oui, c'est une question, je crois la comprendre, je ne suis pas sûr. Effectivement, il y a des recommandations pour les médecins assez précises maintenant de prescrire des anticoagulants avec des doses qui sont recommandées, plus ou moins importantes, dès qu'on est hospitalisé pour une infection Covid, et même dans les jours qui suivent, ou dans les semaines qui suivent l'hospitalisation, on reçoit des anticoagulants, le plus souvent des injections sous-cutanées, parce que clairement, ça diminue le risque. Et effectivement, alors, les doses sont adaptées aux reins, sont adaptées à chaque patient. Elles sont d'autant plus importantes qu'on est en réanimation et qu'on a une forme grave. Mais clairement, et ça c'est un des grands apports par rapport à un des grands progrès par rapport à il y a 1 an, on sait qu'il faut absolument prescrire, sauf contre-indication majeure, un traitement anticoagulant. Donc ça, l'ensemble des médecins qui prend en charge les patients Covid le savent. Mais dans les formes plus modérées qui ne nécessitent pas une hospitalisation, est-ce que… Alors, on n'a pas la réponse complète. Alors, si on a fait appel à un médecin, dans certains cas, le médecin pourra donner une dose préventive. C'est un peu du cas par cas. Il y a des essais qui sont en cours, qui essayent de répondre à cette question. Mais en tout cas, la question doit être posée chaque fois qu'il y a une infection à Covid-19. Une autre question.
Sur la myocardite, tu as expliqué que bon, il y avait des myocardites chez des patients qui ont la Covid et qui sont en réanimation, et c'est dans le cadre, on va dire, global d'une infection très grave, mais qu'il y avait quelques myocardites qui arrivaient en gros dans le service de cardiologie où tu es, qui sont isolés. Donc la demande un petit peu, qu'est-ce que deviennent ces myocardites? Est-ce que c'est grave? Est-ce qu'on en meurt? Est-ce qu'on en guérit? Et en gros, comment ça se traite? Est-ce que ça, voilà, qu'est-ce que ça donne, cette myocardite un Ouais, peu oui, donc isolée, enfin, entre guillemets? ouais, là encore, c'est une question très difficile. Globalement, il y a, comme je l'ai dit, quelques rares cas de myocardite extrêmement graves qui sont prises en charge en réanimation, alors que globalement, le patient va mal globalement et il a en plus une myocardite. Hein. Ça, c'est des cas rares, mais très graves. Mais le plus souvent, dans les myocardites, on va dire modérés, qui sont hospitalisés et pris en charge, il y a le risque que les choses se passent mal est relativement faible. Et on n'a pas encore un recul très éloigné pour savoir si ces myocardites qui guérissent habituellement en quelques mois, si elles ont finalement le même profil évolutif que l'ensemble des myocardites. Est-ce que, comme je l'ai dit, est-ce que certaines d'entre elles expliquent des douleurs thoraciques qui persistent après l'infection à Covid? Donc, il y a pas mal d'études qui sont en cours, surtout sur le plan de l'imagerie, hein, puisque c'est souvent l'IRM qui permet de voir la myocardite et de quantifier l'importance de la myocardite. Donc, on n'a pas encore toutes les réponses. Il y a un spectre très vaste. La plupart des myocardites ne sont pas graves, mais certaines le sont davantage. Patrick Bastien, d'autres questions? Et question Encore intéressante, est-ce que vous quelques-unes. pouvez comparer la grippe et la Covid en matière de risque cardiovasculaire? Ouh là là, c'est vraiment difficile. Ou d'autres Je, pathologies virales? Il y a quelqu'un qui élargit même le débat à d'autres pathologies virales. En fait, à vrai dire, je suis même pas sûr que moi je ne connais pas la réponse. Je suis même pas sûr que la réponse soit connue, soit vraiment connue. C'est une question un peu théorique. On sait que les virus beaucoup de virus peuvent atteindre le cœur. En fait, comme je le disais, donc le virus l'atteint par l'intermédiaire d'une myocardite. Les myocardites sont vraiment explorés actuellement vraiment par IRM. C'est que depuis quelques années et je ne suis pas sûr du tout, je suis même à peu près certain du contraire, que dans les épidémies graves précédentes, on n'avait pas encore le recours aussi facile à l'IRM. Donc, c'est une bonne question, mais la réponse est vraiment difficile. C'est une épidémie qui est particulièrement scrutée, puisque j'ai lu par exemple aujourd'hui que environ 6% d'une étude chinoise, des patients d'une étude chinoise avaient une troponine élevée. Donc la troponine, c'est un marqueur de lésion myocardique pour les spectateurs. Donc, je ne pense pas que chez les patients grippaux, on ait étudié les taux de troponine, par exemple. Non, bien sûr, ouais, vous avez tout à fait raison. Hein. C'est exactement ça. De la même façon, pour les effets secondaires de la vaccination, tous les vaccins dans le passé ont donné lieu malheureusement à des effets indésirables. Et pourtant, les vaccins font partie des avancées médicales les plus importantes que personne ou presque personne ne conteste. Mais là, on scrute. Évidemment, il y a quelques cas de thrombose qui vont apparaître après la vaccination, mais si on fait un infarctus le lendemain ou le surlendemain du jour où on a été vacciné, l'imputabilité du virus est loin d'être en cause, puisque le nombre d'infarctus, pour rappel, par an en France, il est de quelques 100 000 infarctus par an. Donc, il y aura des chronologies qui vont être suspectes, qui méritent d'être étudiées, identifiées, parce que, effectivement, personne ne peut exclure un effet indésirable qui n'est pas connu à l'heure actuelle et qu'il saurait, mais il faut garder
les idées fortes, il faut être vacciné. Voilà. Oui, c'est très important ce que tu dis parce que quand on reprend il y a quelques semaines, pareil, donc le vaccin AstraZeneca avait été un petit peu arrêté puisqu'on avait dit il y a eu pas mal de morts suite aux injections. Et après, en fait, ils ont comparé en reprenant tranquillement tous les dossiers. Il n'y avait pas eu plus de morts dans le groupe vacciné que même au nombre de personnes qui n'étaient pas vaccinées parce que malheureusement, le décès aussi survient malheureusement pour nous tous et totalement indépendamment de la vaccination. Et donc, il n'y avait pas eu plus de décès dans un groupe qui n'avait pas été vacciné. Donc, c'est important de prendre du recul, de prendre son temps. Et tout à l'heure, par rapport à la question, bien sûr, c'était pour comparer la virulence sur le cœur de la grippe et de la Covid. Un autre élément quand même qui est très important, vous savez tous, c'est que normalement la grippe, c'est 5 000 à 8 000 décès par an en France et là qu'on est malheureusement à 80 000. Donc ça nous montre la grande différence de dangerosité de ce virus. Alors tu as parlé vaccination et très bien de parler vaccination. On aura encore deux, trois questions avant de conclure sur la vaccination. Mais il y a une question, c'est où en sont, est-ce que tu sais, les médicaments qui seraient vraiment contre la Covid? C'est-à-dire pas les médicaments pour traiter les complications, comme tu as parlé, les anticoagulants, et cetera, mais qui seraient vraiment contre la Covid. Est-ce que tu as une notion de où on en est par rapport à ces traitements? Bon, alors, en fait, à vrai dire, je ne suis pas spécialiste de ce domaine. Je suis un peu ce qui se passe. Pour l'instant, c'est quand même globalement très décevant, hein, et il y a eu plusieurs médicaments qui ont qui ont donné des espoirs et qui continuent d'en donner. Mais en fait, lorsqu'ils sont utilisés à plus large échelle, en fait, ces espoirs ne sont pas confirmés. Donc, globalement, à l'heure actuelle, je pense qu'on est assez démunis. Et autre question sur tu as dit les séquelles, d'ailleurs, je vois ta diapositive toujours sur douleur thoracique post-Covid. La question c'est, y a-t-il finalement des séquelles sur le cœur, quoi? Est-ce que c'est à travers, comme tu dis, quelques myocardites peut-être avec ces douleurs? Enfin, finalement, est-ce qu'il y a des séquelles cardiologiques, on va dire, de la Covid? Oui, c'est ce que tu dis. En fait, il y aura peut-être certaines myocardites qui vont traîner, entre guillemets, qui vont laisser quelques séquelles. En fait, on n'a pas encore beaucoup de données, mais globalement, il faut rassurer les gens. Globalement, non, hein. La réponse est non. Maintenant, il y aura toujours un petit pourcentage, mais à mon avis extrêmement petit, de séquelles cardiaques prolongées. Pour l'instant, il n'y a quand même pas du tout de péril et de crainte dans ce domaine. Patrick Bastien, d'autres questions? Il y a une question intéressante, un peu naïve peut-être. Après la vaccination, est-ce que la Covid peut encore provoquer des problèmes cardiovasculaires? Si on l'attrape, bien sûr. Après la vaccination, si on fait quand même une infection à Covid, Voilà, je pense que c'est ça que ça veut dire, oui. oui, alors déjà, on est dans un cas peu fréquent, hein, bien sûr. La vaccination ne protège pas à 100%. Les chiffres qu'on avance sont de l'ordre de 95%, enfin, même Pour si ces Pfizer, chiffres sont bon, pour pour Pfizer AstraZeneca. AstraZeneca un et peu moins. un tout petit peu moins pour les autres. En fait, je ne sais pas. Je ne sais pas. En fait, en théorie, il n'y a pas de raison de penser que le myocarde serait plus épargné que les autres organes. Mais j'ai rien lu là-dessus et je ne sais pas. Ce qu'on l'on sait quand même, c'est que la vaccination, a priori, diminue les formes graves. Donc, on ne sait pas actuellement, parce que comme tu l'as dit très bien, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Mais par contre, très Oui, clairement, toutes les études sur les vaccins ont montré que ça diminuait de façon très importante les formes graves. Par oui. contre, il n'est pas exclu que peut-être, alors qu'on est vacciné, qu'on n'avait jamais rencontré la Covid, on l'attrape, on est sans doute asymptomatique. La discussion, c'est de savoir ce qu'on peut transmettre. Je ne crois pas qu'on ait la réponse. Je suis comme toi, je ne suis pas spécialiste de la question, donc je ne voudrais pas dire n'importe quoi. Mais voilà, il y a des éléments qu'on ne sait pas. Par contre, les formes graves, très clairement, la vaccination les diminue de façon très, 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 très importante.
Alors, il y a encore quelques questions sur la vaccination et on va pas être trop long, hein, donc pour qu'on termine à 7h15 pour être à peu près dans les temps. Alors, il y avait une première question qui est encore très spécifique, je ne sais pas si tu as la réponse. C'est après un vaccin, AstraZeneca, une auditrice nous dit qu'elle a lu qu'on pouvait faire une dyspnée aiguë, voire faire une grande crise d'asthme. C'est une personne qui est asthmatique, donc pas cardiaque, mais asthmatique. Est-ce qu'il y a une crainte particulière à se faire vacciner, chez les asthmatiques, en particulier avec l'AstraZeneca? Est-ce que tu as une notion? Et peut-être Patrick Bastien à Non, à cette question. moi, je ne suis pas spécialiste. C'est clair que si on a un terrain allergique, les recommandations pour les médecins qui vaccinent sont clairement de surveiller un peu plus le patient. Le patient doit être surveillé, on va dire, une demi-heure, parce qu'il peut y avoir, même si c'est exceptionnel, un effet immédiat. Et on ne peut pas exclure que dans de très rares cas, mais encore une fois, à ma connaissance, c'est rapporté de façon exceptionnelle. Donc, en fait, il faut être vigilant. Hein. Et clairement, si les symptômes de l'asthme apparaissent, il faut les prendre en charge. Hein, mais je ne pense pas que ce soit un risque significatif. Enfin, les recommandations sont claires, hein. Si vous êtes asthmatique, c'est plutôt de vous faire vacciner, parce que si vous attrapez la Covid, ça peut déboucher alors que finalement on craignait au départ que vraiment l'asthme soit une forme grave finalement. Si ceux qui sont asthmatiques en général, je suppose que vous faites comme tout le monde, vous regardez tout ce qui se dit sur sujet et vous regardez internet, il n'y a pas de sur-risque finalement. Donc le conseil, de ce que je sais et j'espère ne pas dire de bêtises, c'est si vous êtes asthmatique stable, c'est de vous faire vacciner, qu'il n'y a pas de risque particulier, sauf, comme tu viens très bien de dire, le professeur Elf, il y a une surveillance systématique lorsque l'on se fait vacciner. Là, c'est un peu un élément différent. C'est une réaction immédiate qui sont rares, qui ont été décrites essentiellement d'ailleurs avec le Pfizer et avec les vaccins RM. Donc, il y a une surveillance pendant, vous restez au centre de vaccination pendant un quart d'heure, parce que si la réaction d'hypersensibilité à ce vaccin survient, elle survient très rapidement. Et quand vous êtes sur place, ça peut être pris en charge immédiatement. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est si on est asthmatique, il ne faut pas dire je ne vaccine pas, bien au contraire. Patrick Bastien, est-ce qu'il y a d'autres questions, sachant que j'en ai gardé une éventuellement pour la fin? Vas-y, Non, je vas-y, t'écoute. vas-y. Il y a d'autres questions sur les vaccins, mais je pense qu'on n'est pas des spécialistes. Enfin, je peux juste le poser, mais Non, est-ce mais que… je pense que, est-ce- facile, bah, vas-y, si jamais on sait répondre et si on ne non, sait pas, bah, on vous dira moi, honnêtement qu'on ne sait j'ai pas. pas Mais je d'informations pense que le là-dessus. but, c'est de vous rassurer. Est-ce Vas-y. est-ce est-ce qu'il y a des risques thromboemboliques avec le vaccin Johnson Johnson et le vaccin Janssen? Moi, j'en ai aucune idée. Ah ouais, là, je ne sais pas si j'ai À ma rappelé, je ne saurais pas connaissance, non, dire. mais je ne pense pas que ça a été rapporté. Mais Ouais. Moi, ce qui me frappe dans vos questions, c'est beaucoup d'inquiétudes sur les différents vaccins. Et Non. si vous voulez, quand nous, on est à l'hôpital, on a vraiment l'inquiétude dans l'autre sens, c'est que les patients, en particulier les cardiaques, hein, ne soient pas vaccinés. Nous, c'est plutôt notre inquiétude, très honnêtement, sachant que, bon, bah, comme on le dit, en médecine, nous, c'est avantage-risque. Le risque zéro n'existe pas, il peut y avoir des risques, mais l'inconvénient de ne pas être vacciné est vraiment très majeur, puisque toutes les formes nous graves qu'on voit à l'hôpital, ce sont des gens qui n'ont pas été vaccinés et malheureusement beaucoup d'entre eux décèdent. Donc voilà, je crois qu'il faut… Alors, pour revenir sur la dernière question que je voulais garder, c'est, on nous la pose à chaque fois, est-ce que vous êtes vous-même vacciné? Alors moi, personnellement, je peux vous dire que je suis vacciné. Dès que ça a été possible, je l'ai fait. J'ai dépassé les 65 ans, donc j'étais dans les catégories médecins de plus de 65 ans à risque. Donc, je me suis fait rapidement vacciner dès que c'était possible. Je vais laisser la parole à mon collègue pour savoir si aussi il est vacciné, ce qu'il en pense, et à Patrick Bastien, notre co-modérateur. oui, oui, moi, c'était sans aucune hésitation. À la Pitié-Salpêtrière, on a eu accès assez rapidement. Le premier matin où on pouvait téléphoner, j'ai passé la première heure à avoir une sonnerie occupée avant de pouvoir joindre les gens qui s'en occupaient. Et dès le lendemain, j'ai eu un rendez-vous. La deuxième dose, je l'ai déjà eue. C'est déjà, il y a quelques semaines. Et, parce qu'en fait, les médecins de plus de 50 ans avaient la possibilité de le faire. Et j'ai eu aucun doute et je conseille vraiment à tous ceux autour de moi de le faire. Et je suis content qu'un certain nombre de patients qui hésitaient me disent, mais finalement, si vous me dites qu'on peut, j'y vais. Et je pense que
je leur rends peut-être plus service qu'en leur prescrivant des médicaments. Alors, pour compléter ce que tu as dit, moi, je peux te dire aussi aucun effet secondaire. Et toi, Patrick, Bastien? Ce qui me concerne, 65 ans, opéré cardiaque, donc risque modéré d'après ce que vous avez dit, mais c'est pareil, j'ai pas hésité. Je me suis fait vacciner également. Donc, voilà. En tout cas, je crois qu'on arrive à la conclusion de cette réunion. Je remercie vraiment très chaleureusement le professeur Gérard Elf de son intervention avec un ton posé qui nous permettait de bien suivre et de réfléchir aux différentes questions et il nous apportait énormément de réponses. Vous étiez très nombreux à nous écouter. En visio, comme on dit, on était une soixantaine, mais il y en a beaucoup qui étaient sur leur téléphone, beaucoup qui étaient également sur Facebook. Par la suite, certains ont demandé s'ils pourraient avoir accès aux diaporamas qui font des associations régionales. Je salue, j'ai vu aussi qu'il y a des membres de l'association régionale de Bourgogne qui nous écoutent, des Alpes, donc je les salue et nous leur fournirons donc le diaporama pour que leurs adhérents de leur association générale puissent prendre connaissance de ce diaporama. Nous verrons après avec le professeur Elf s'il est d'accord également pour que nous mettions cette séance sur YouTube. Je crois qu'elle a apporté beaucoup de réponses à de très très nombreuses questions. Donc, je voulais terminer en remerciant donc avant tout le professeur Gérard Elf, le professeur Bastien qui m'a accompagné pour modérer, Monsieur Patrick Petit pour l'aide à la technique et tous les membres du bureau de l'Association régionale de cardiologie, bien sûr Vanina, Paul et tout l'ensemble de l'équipe, Mathias, pour cette séance qui, j'espère, vous a apporté beaucoup de réponses. Nous organiserons donc un autre séminaire et nous vous préviendrons pour essayer à peu près une fois ou deux fois par mois de répondre à ces questions les plus urgentes. Merci à vous tous, bonne soirée, excusez-nous un petit peu de retard et merci à vous et à la prochaine fois, comme on dit. Au revoir. Au revoir. Merci.